Donc un peu de réseau hein, pour varier les plaisirs parce que j'en ai un peu marre de faire du pursuit. Hein. Il restera, je pense, encore 2 heures de cours et on aura terminé les modules. Mais là, on va se faire un peu hmm, de réseau. Ok? Aujourd'hui, on va voir la reconnaissance passive par opposition à la reconnaissance active. Ok? On verra, on reverra les bases, hein, Nmap, analyse de port, analyse avancée. Ok? Nmap post-port, ok, protocole et serveur, hein, donc tout ce qui a trait au réseau, et enfin on se fera un challenge au niveau du réseau. Donc là, je pense qu'il y a pour entre 4 et 8 heures de cours hein, que je vais vous balancer. Voilà, si vous êtes intéressé au réseau, bah, ça sera fait pour vous. Donc dans cette salle, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va voir un petit peu déjà définir les termes de reconnaissance passive et active. Ok? Donc, on va se concentrer sur des outils qui sont liés à la reconnaissance passive. On a Whois, donc qui est qui, hein, who is who. Whois, ça permet d'interroger les serveurs, hein, Whois. Et on va récupérer plein d'informations sur les noms de domaine, sur le propriétaire, etc., etc. On peut faire également un NS lookup pour interroger toute la partie DNS, hein, domain, name, serveur, et on peut également hein, creuser avec dig, to dig, hein, pour interroger également les serveurs DNS. Ok? Donc, on a d'autres outils, hein, on a DNS Dumpster, on a Shodan.io, ok? Et là, on va voir les bases, vraiment, c'est des commandes que vous pourrez utiliser partout, notamment le Wiz, hein, qui va interroger les enregistrements, et également NS Lookup et Dig, comme je vous disais, pour les enregistrements de base de données DNS. Ok? Donc ce sont des enregistrements publics, hein, ce qu'on appelle des public records, et à partir de là, tout le monde les consulte. Ce n'est pas considéré comme de la reconnaissance active. Ok? La reconnaissance passive est tolérée au niveau de la législation. La reconnaissance active, c'est le début de la première phase d'une cyberattaque, ni plus ni moins. En théorie, vous ne pouvez pas scanner activement les serveurs qui ne vous appartiennent pas, ou si vous n'avez pas l'autorisation. Maintenant que j'ai fait mon petit disclaimer, on va pouvoir commencer. Donc déjà, il faut définir quelle est la différence entre hein, l'actif et le passif. On est d'accord? Donc, il n'y a pas que moi qui vous parle de Chunzu, hein. On va revoir un peu de Chunzu. Donc avant l'homme des systèmes et des réseaux informatiques, hein, dans l'art de la guerre, Art of War, Shunzu enseignait, hein, si vous connaissez l'ennemi et que vous connaissez vous-même, pardon, votre victoire ne sera pas mise en doute. Ok, donc il est important de bien connaître ses capacités et de connaître les capacités également de l'adversaire. Hein. Si vous jouez le rôle d'un attaquant, vous devez collecter des informations sur vos systèmes cibles. C'est la phase de reconnaissance. Hein, qui sera suivi d'une phase d'énumération. Et si vous jouez le rôle d'un défenseur, hein, vous devez savoir hein, qu'est-ce que votre adversaire pourrait découvrir sur vos systèmes et vos réseaux. Ok, donc rouge, attaque, bleu, défense. Et donc la reco, c'est quoi? La reconnaissance, hein, c'est un peu comme le terme militaire. En fait, c'est une étude préliminaire hein, pour recueillir des informations sur notre ennemi, sur notre cible. Hein. C'est la première étape de l'Unified Kill Chain. Je vous ai déjà parlé de ce principe de kill chain, c'est-à-dire toutes les étapes que va entreprendre un adversaire pour venir vous pirater et lancer une cyberattaque, ni plus ni moins. Donc on divise la reco en deux parties, comme je vous le disais, la reco passive et la reco active. Là, on va voir la reco passive, ok? Donc on va s'appuyer sur les connaissances accessibles au public, c'est les connaissances à partir n'importe qui peut y accéder grâce à Internet en fait. Hein. On n'a pas besoin de mettre le pied en territoire ennemi. Hein. On va pouvoir récupérer déjà pas mal d'informations. Comme si on était près des lignes ennemies, hein, qu'on prenait notre petite Gmail et qu'on commençait à faire du renseignement opérationnel pour connaître la ligne de front, hein, les lignes ennemies, où sont placées les défenses de l'adversaire, etc., etc. Ok? Donc, voyons un petit peu le principe d'Unified Kill Chain. Donc, qu'est-ce que l'Unified?
kill chain, en fait. Les cyberattaques avancent, progressent avec des objectifs stratégiques, en fait. Donc, l'UKC, l'Unified Kill Chain, la kill chain unifiée, eh ben, ça, c'est la plongée, en fait, dans toutes les tactiques utilisées par les hackers, ok, pour parvenir à leur fin, ok. Donc, ça permet de développer une base solide, ok, et d'adapter ses défenses et en fonction du but qui est la cyber-résilience. Puisque la cyber-résilience, c'est-à-dire pouvoir se remettre au plus vite d'une cyberattaque. Ok? Donc, on a différentes étapes, vous le savez. On va avoir l'initial foothold, ok? Le network propagation, ok? Et enfin, on va avoir les actions et les objectifs, ok? Donc, je vais vous parler d'abord, je vous ferai un cours sur la, la kill chain unifiée, ok? Mais on a en vert. En vert, on a quoi? On va dire, on a de la phase 1 à la phase 6, ok? Phase 1, reconnaissance. On va rechercher, identifier et sélectionner des cibles via la reconnaissance active et passive. 2, militarisation, weaponization, ok? On va préparer nos activités et faire en sorte de bien comprendre l'infrastructure qu'on va attaquer, ok? Et préparer nos armes. Ensuite, la delivery, ok? Comment on va justement délivrer nos charges utiles, ok? C'est des techniques qui vont permettre de mettre en place et des objets qui ont été militarisés, des charges utiles, comme je vous le disais, aux environnements cibles, ok? Ensuite, on a quatre social engineering, ok? Ingénierie sociale, comment je vais pouvoir manipuler les gens pour faire des choses qui sont malicieuses. Ensuite, on passe vraiment au niveau de la propagation du réseau, l'exploitation. L'exploitation, comment je vais pouvoir exploiter les vulnérabilités dans un système parmi d'autres. Et je pourrais avoir du code execution, du code exécution de code arbitraire. Ensuite, sixième étape, persistance. Où que je sois dans le système, je vais essayer de maintenir ma présence au sein du système d'information, du serveur, d'un poste client, ok, via des portes dérobées. On va installer des modules de poste exploitation. Ensuite, on a la defense evasion, ok, on va faire de l'évasion, on va contourner et s'évader de tous les systèmes de défense qui sont mis en place par notre adversaire. Huitième phase, c'est le command and control. Ok, on va gérer via le command and control. Ça va permettre à des attaquants de contrôler des systèmes au sein du réseau cible. Ok, neuvième étape, le pivot. Le pivot, c'est-à-dire rerouter tout le trafic via des techniques de tunneling et pouvoir accéder à des parties du réseau qui étaient compartimentées, ok, qui étaient dissociées du réseau principal. C'est l'art du pivot. Dixième étape, la découverte, ok. Je dois connaître un maximum de choses sur mon adversaire et sur le réseau que j'attaque, sur l'environnement, ok. On va essayer d'acquérir du savoir. Savoir, c'est pouvoir. Onzième étape, escalade des privilèges, ok. Je vais essayer d'escalader mes privilèges au sein d'un système ou d'un réseau pour avoir un maximum de droits et me laisser des chances de pouvoir évoluer au sein de ce réseau. Deuxième étape, exécution. L'exécution, ça va être l'exécution de RCE, ok, en tout cas de code arbitraire, à la fois sur des systèmes distants, à la fois sur des systèmes locaux de ma cible, ok. Troisième étape, Credential Access. OK? Je vais récupérer tous les mots de passe. OK? Tout ce qui passe par le système d'information, par les serveurs, je vais essayer d'avoir un accès, avoir un contrôle sur le système, sur les services, sur les domaines. OK? Et récupérer tous leurs mots de passe, ni plus ni moins. Quatorzième étape, déplacement latéral, ok? Technique qui va permettre à l'adversaire de se déplacer horizontalement de compte à compte et passer de comptes locaux à comptes distants sur des systèmes
distant, justement. Ok? Ça va nous permettre de se balader, hein, en usurpant l'identité des utilisateurs jusqu'à trouver un compte à privilège. Ok? Et ça va nous permettre de passer de machine en machine. 15e étape, la collection. Comme son nom l'indique, hein, je vais. C'est toutes les techniques, hein, qui permettent d'identifier et de faire du recueil d'informations sur un réseau cible avant mon exfiltration. Ok? Ensuite, 16e étape, exfiltration. Techniques qui vont permettre à un attaquant, hein, d'exfiltrer des données au sein du réseau qui a été ciblé. 17, impact. Ok? Donc les techniques qui vont permettre de manipuler, de berner, de tromper, d'interrompre, de détruire la cible ou ses données. Ok? Et enfin, 18, eh ben, c'est les objectifs. Ok? En termes techniques, en termes sociaux, socioculturels, ok, quel est le but, hein, de notre attaque et quel but on veut atteindre, ok? Quelle est la finalité? Est-ce que c'est détruire les infrastructures de notre cible, hein? Est-ce que c'est exfiltrer des données, faire de l'espionnage, hein? Est-ce que c'est nuire? Est-ce que c'est récupérer, être discret, justement, ne pas se faire détecter? Au contraire, est-ce qu'on s'en fout? On fait une attaque d'ampleur et peu importe qu'on soit détecté ou pas, on va essayer de causer un maximum de chaos. Ok? Ça, c'est les principes de résilience et de cyberattaque avancée. Ok? C'est comme ça qu'on fait. Donc je reviendrai là-dessus, mais c'est pour vous en parler un petit peu quand même. Ok? Donc revenons à nos moutons. Nous, on était avec nos jumelles et il faut qu'on récupère des informations pertinentes sur notre cible. Ok? Donc ça passe par la première étape qui est la reconnaissance passive. On commencera toujours par une reconnaissance passive pour ensuite aller vers une reconnaissance active qui nous donnera de plus en plus de détails, mais qui, comme je vous le disais, s'apparente déjà à une attaque sur le réseau de ma cible, sur l'entité que je vise. Ok? Donc là, on va voir comment on peut faire ça sans être détecté en fait, hein. On va rechercher des DNS records, les enregistrements de DNS d'un domaine à partir d'un serveur DNS public. Ok? On va vérifier, par exemple, les offres d'emploi liées au site web cible, hein, les demandes qui sont faites. Ok? Et récupérer un maximum d'articles de presse également sur notre entité pour connaître la surface d'attaque qu'on va attaquer. Ok? Donc je dois connaître le personnel. Est-ce qu'il est hautement formé? Est-ce qu'il récupère des jeunes, hein, qui sortent d'école? Et dans ce cas-là, bah, en fonction, ça sera pas la même dextérité qui sera employée, ça sera pas les mêmes techniques qui seront utilisées. Je vais adapter ma cyberattaque en fonction de la technicité, de la connaissance, hein, de l'entreprise que je vise. Il va falloir adapter les techniques. Donc la reconnaissance active, comme je vous le disais en revanche, eh ben, elle ne sera pas réalisée aussi discrètement. Cela nécessite un engagement direct avec la cible. Pensez-y, comme quand vous vérifiez les serrures des portes et des fenêtres, hein. On va essayer de trouver d'autres points d'entrée potentiels. Ok, donc c'est la phase de reco, et comme je vous le dis toujours, c'est la plus importante. Ok, on va se connecter à l'un des serveurs de l'entreprise. Ça, c'est la reconnaissance active, telle que du HTTP, du FTP ou les serveurs de messagerie, SMTP. Ok, on peut également faire des attaques par ingénierie sociale. Appeler l'entreprise pour tenter d'obtenir des informations sur le salarié, sur les technologies qui sont utilisées, bref, essayer de glaner, de faire du recueil d'informations, ok? Et du recueil opérationnel, ok? Puisque ça va permettre justement de mener à bien notre opération. Toute information qui pourra enrichir en fait, hein, les techniques qu'on pourra utiliser lors d'une cyberattaque. Et enfin, ben, on peut faire du pentest physique, hein, c'est-à-dire on va essayer de s'infiltrer dans les locaux de l'entreprise en se faisant passer pour un stagiaire, un réparateur, ce que vous voulez. Le but, c'est de récupérer un maximum d'informations sur la cible. Ok? Donc, compte tenu de la nature invasive de la reconnaissance active, on peut rapidement avoir des ennuis juridiques, à moins d'obtenir une autorisation légale appropriée. C'est ce que je vous disais. Ok? Donc, on va techniquement
visiter la page Facebook de l'entreprise cible hein, dans l'espoir d'obtenir certains de leurs noms d'employés et connaître quel genre d'activité. euh, Donc ça, c'est quoi? C'est de la reconnaissance passive ou active? Et non, c'est passif, ok? On interagit avec les réseaux de la cible, mais on n'attaque pas directement ces infrastructures, ok? Si on envoie un ping à l'adresse IP du serveur web de l'entreprise pour vérifier si le trafic ICMP est bloqué. Ok? Les echo requests. Est-ce que c'est de l'actif ou c'est du passif? Eh ben là, c'est de l'actif. On commence à toucher les infrastructures directement. Ok? On commence à initier l'attaque, même si ça fait partie de la phase de recours. Ok? Donc, il vous arrive de rencontrer l'administrateur informatique de l'entreprise cible lors d'une fête. Vous essayez d'utiliser de l'ingénierie sociale pour obtenir plus d'informations sur les systèmes et leur infrastructure réseau. Ok, donc de quel genre d'activité de reconnaissance s'agit-il? C'est de l'actif. Hein. Que vous pingiez une machine de l'entreprise ou que vous commenciez à attaquer via l'ingénierie sociale, ok, un des salariés, c'est considéré comme de l'actif. On fait de l'offensif. Ok. Ensuite, voyons le principe de WHOIS. Ok. Donc le WHOIS, c'est un protocole de requête et de réponse hein, qui suit les spécifications. Vous savez qu'en informatique, on a pas que, hein, on a dans le réseau aussi, on a des RFC. Je vous dis toujours, lisez les RFC, c'est très important pour comprendre comment fonctionnent les choses. Donc un serveur WHOIS, techniquement, ça fait, ça écoute sur le port TCP 43 hein, les demandes entrantes. C'est un bureau d'enregistrement de domaine qui est responsable de la maintenance des enregistrements WHOIS pour les noms de domaine qu'il loue. Le serveur WHOIS répond avec diverses informations relatives au domaine demandé. Donc, qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Eh ben, on peut apprendre un peu plus sur le bureau d'enregistrement. Hein, par l'intermédiaire de quel bureau d'enregistrement le nom de domaine a-t-il été enregistré? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Les coordonnées du titulaire, hein, qui appartient le site web. Ok? Nom, organisation, adresse, téléphone, entre autres et parfois ça peut être caché. Ok? Il y a de la confidentialité. Mais tout ça, c'est bon de connaître ce qu'on appelle le registrar, qui a enregistré tout ça. Ensuite, les dates de création, de mise à jour et d'expiration. Quand le nom de domaine a-t-il été enregistré pour la première fois? Quand a-t-il été mis à jour pour la dernière fois? Et quand doit-il être renouvelé? Important. Ok? Serveur de nom, à quel serveur demander hein, pour résoudre le nom de domaine. Donc on va passer typiquement par une infrastructure de DNS, hein, Domain Name Server. Ok? Donc pour obtenir ces informations, on va utiliser WHOIS ou un service en ligne. Et de nombreux services en ligne fournissent WHOIS. Hein. Vous avez qu'à taper WHOIS dans Google et vous allez voir qu'il y en a un paquet. Ok? Mais il est généralement plus rapide et plus pratique d'utiliser notre client WHOIS local. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller requêter sur Try Acme. Ok? Donc, on lance WHOIS et le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est tryacme.com. Ok? Et on récupère un paquet d'informations. La preuve en est. Hop, je vais faire un WHOIS tryacme.com. Ok? Voilà, je récupère toutes les informations hein, sur tryacme.com. S'il y en a plusieurs, je vais tout avoir. Ok? Des numéros de téléphone, où c'est que c'est enregistré. Là, je sais que c'est à Reykjavik, en Islande. Ok? Yes, Islande. Les codes postaux, des numéros de fax. Hein, je vais avoir une adresse. Ok? Donc, on va pouvoir corréler toutes ces informations. Et en plus, je vois que c'est une infrastructure Cloudflare, visiblement, qui protège TryAcme. Ok? Donc, déjà, ça va faire partie de la phase de recours. On va, comment dire, agglomérer compiler toutes ces informations et on va commencer à s'ouvrir une sorte de base de données où on va pouvoir recueillir toutes les informations sur notre cible. Hein, on pourra consulter ces informations plus tard et le but
eh ben, c'est le recueil d'informations, ok, opérationnelles qui vont aider notre cyberattaque. Donc ça, c'est la première phase. Revenons donc, vous voyez, hein, c'est sensiblement la même chose, et nous voyons qu'on a beaucoup d'informations avec le WHOIS hein, déjà, et ligne par ligne, on va venir étudier tout ça. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bah, qu'on a été redirigé vers wiznamecheap.com hein, pour obtenir nos informations. Ok? Donc, dans ce cas, pour le moment, namecheap.com conserve l'enregistrement Wiz pour ce nom de domaine. De plus, nous pouvons voir la date de création ainsi que la date de dernière mise à jour et date d'expiration. Ok, si on regarde, eux, là c'est quoi? C'est le Wiz Verisign et on est redirigé vers le namecheap.com. Moi, c'est passé par où? Pareil. Ok? Donc, ensuite, eh ben, on obtint les informations hein, sur la personne qui a enregistré et qui l'a déclaré, hein, le nom de domaine. On va trouver le nom, les coordonnées du titulaire, à moins qu'il n'utilise un service de confidentialité qui va venir cacher naturellement son identité. Ok? Et on peut obtenir des contacts administratifs techniques pour ce nom de domaine. Ok? Et enfin, on va voir les serveurs de nom de domaine que nous devrions interroger si nous avons des enregistrements DNS à rechercher. Ok? Donc les informations collectées peuvent être inspectées pour trouver de nouvelles surfaces d'attaque via l'ingénierie sociale ou des attaques purement techniques. Ok, donc en fonction de la portée du test d'intrusion, on va envisager une attaque contre le serveur de messagerie de l'utilisateur de l'admin hein, ou éventuellement les serveurs DNS. Ok, on va essayer de faire du DNS spoofing, du DNS leak. Ok, ce sont des techniques pour commencer à attaquer l'infrastructure. Ok? En supposant qu'ils appartiennent naturellement à notre client et qu'ils entrent dans le cadre du test d'intrusion de notre cyberattaque. Donc il est important de noter qu'en raison des outils automatisés hein, qui abusent souvent des requêtes WHOIS pour collecter des adresses email, et malheureusement de nombreux services WHOIS ont pris des mesures contre cela. Hein. Donc on peut caviarder les adresses email, par exemple, hein, elles vont pas apparaître. De plus, bah, de nombreux inscrits s'abonnent à des services de confidentialité pour éviter que leur adresse email ne soit récoltée par des spammers. Et le but, c'est de garder ces informations privées. Ok? Donc, ça va être le jeu du chat et de la souris. Donc, on a passé la commande déjà sur notre box. On a vu comment ça fonctionnait. Maintenant, on va répondre à ces petites questions. Ok? Donc, quand est-ce qu'il a été enregistré? Allons voir. Hein. Donc, update, creation date, moi je l'ai là. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Que je me base sur leur truc à eux? Il était enregistré, mais il est là. Creation date, oui, update. Bon, les couilles, restrict, last update, please. Year, month, date. Bah alors, c'est quoi qui est ok. D'accord? Donc, on l'a bien là. Hein. Creation date, c'est là, c'est calé. Il n'y a pas trop à réfléchir. Quel est le registraire? Ouais, c'est super bien traduit. Donc on parle de registrar hein, en anglais. Après, vous avez bien compris que on parle du titulaire du compte, du domaine. Ok? Donc, on a vu quoi?
On a vu que le titulaire, hein, c'est enregistré via Namecheap, ok? Point com. On le voit à chaque fois, chip et abuse. Ok? Donc c'est une sorte d'homme de paille hein, qui va s'intercaler entre le vrai titulaire, là en l'occurrence l'infrastructure, la société TryAcme, ok? Et qui va venir bah, prêter son nom, hein. Techniquement, ce sont des boîtes qui vous rendent ces services et ils vont s'intercaler. Du coup, bah, c'est pas directement, vous l'avez compris, les données de TryAcme qui apparaissent dans le WHOIS, dans les records, dans les enregistrements, mais c'est plutôt cette société qui s'appelle Namecheap Incorporated. Ok? Donc, quelle entreprise utilise TryAcme pour les serveurs de nom? On a vu, c'est la société mondialement connu, j'ai envie de dire, Cloudflare.com. Ok? Comment je fais ça? Pareil. On a quoi? Domain status. Ok? Et on voit le cloudflare.com. Ok? Ensuite, on va se faire le dig. Dig, ça veut dire creuser. Ok? Et le NS lookup. Très important. Ok? Donc, on va revoir les bases. Je vous en avais déjà parlé. Allez voir mes playlists réseau et internet, mais on va revoir un peu les bases. Ok? Donc, dans la tâche précédente, on a utilisé le protocole WHOIS pour obtenir diverses informations sur le nom de domaine que nous recherchions. En particulier, on a pu obtenir les serveurs DNS du bureau d'enregistrement. Ok? Donc maintenant, on va continuer et on va voir ce qu'on peut récupérer. Hein, là, on s'est occupé du registrar. OK? Maintenant, on va voir avec NS lookup. Hein, et NS veut dire name server lookup. OK? Donc, on va émettre la commande. Hein, on tape NS lookup plus le nom du domaine et on récupère les informations. Mais on peut utiliser aussi NS lookup, les options. OK? Et le nom de domaine et le serveur. OK? C'est vous qui voyez. Donc les options, qu'est-ce qu'elles peuvent être? Eh ben, elles contiennent en fait le type de requête, hein, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Par exemple, on va utiliser A pour de l'IPv4, AAAA pour de l'IPv6. On aura le nom de domaine hein, qu'on recherche et on aura le serveur. Le serveur, c'est le serveur DNS. Ici, on parle de DNS, Domain Name Server. OK? Et on va requêter via le Name Server Lookup. OK? Donc on peut choisir n'importe quel serveur DNS local ou public à interroger. OK? Les offres Cloudflare, si vous ne le savez pas, c'est 11111 et 1001. OK? Les Google, vous devez les connaître par cœur. C'est 8888 et 8844. Ça, c'est le backup. OK? On a toujours un primaire, un secondaire. OK? Soit ils font du load balancing, ils se répartissent la charge au niveau du réseau, soit il y a le primaire eh ben, c'est le backup, c'est le, merde, celui qui est effectif et le secondaire sert de backup, ok? Quand il y a trop de charges ou quand le premier vient à tomber, le second prend le relais, ok? C'est le principe de redondance, ok? Et on a Quad 9, donc c'est 9999 et 149, 112, 112, 112, ok? Vous pouvez, dans Windows, dans Linux, modifier vos DNS et plutôt qu'utiliser ceux bah, de votre client, hein, en fonction du système d'exploitation, ou de votre fournisseur d'accès Internet, ou de votre box, hein, parce que la box a aussi des serveurs DNS, ok? Eh ben, vous allez pouvoir recruter directement via Google, ok? Ou Quad9, ou Cloudflare, ou il y en a plein d'autres, ok? Donc, à vous de voir. Et très souvent, pour fluidifier le trafic, je vous conseille euh, de chercher les DNS les plus proches de chez vous. Ok? À vous de voir. Hein. Ça permet de gagner, avec des petites connexions, ça permet parfois de gagner du temps. Ok? Donc là, principe, allez voir aussi ce principe de root server, de TLD, Top Level Domain, puisque toute l'infrastructure DNS est basée sur ces deux concepts et d'autres. Donc c'est important de bien comprendre ça, sinon on ne pourra jamais comprendre comment
fonctionne Internet en fait, hein, et comment les machines intercommuniquent sur ce réseau géant qu'on appelle l'extranet, l'Internet. Ok? Donc, revenons aux options hein, que je vous disais. On a quoi? On a 1A, hein, ça va être les adresses IPv4. Hein. Si on met 4A, ça sera de l'IPv6. Le nom, bah, c'est en termes canoniques. Hein. Le MX, c'est les serveurs de messagerie. Retenez bien. OK? Début de l'autorité, ce qu'on appelle le SOA. OK? C'est le Start of Authority. OK? Et on a les TXT Records. OK? Enregistrement TXT. OK? Donc si on prend cet exemple et que je fais un NSLookup type A, try me comme 1.1.1.1, si je reviens, en gros, on a fait quoi? On lui demande de tester toutes les adresses IP V4 sur le nom de domaine tryacme.com et je veux utiliser quoi? On l'a vu, le serveur 111, donc je vais aller requêter sur les serveurs Cloudflare, ok? Primaire, pas secondaire. Ok? Donc ça, faut que vous soyez à l'aise. Ok? Ou on aurait pu utiliser aussi ça. Ok? Avec un petit A, ça passe parfaitement. Ok? Parce qu'il ne tient pas compte de la casse. Ok? Donc la casse, vous savez, c'est la différence, hein, minuscule, majuscule en informatique. C'est ce qu'on appelle la casse, au cas où vous ne le sauriez pas. Ok? Donc, ça va nous renvoyer toutes les adresses IPv4 utilisées par TryAgMe, puisque son fournisseur, c'est quoi? Eh ben, c'est Cloudflare. Ok? Ouais, NSLookup, ça passe pas. Ok? Et on récupère les adresses. Ok? Alors là, c'est try hack me. Je suis allé trop vite et je suis dyslexique. Try hack me. Ok, c'est un petit peu mieux. Ok? Donc on a bien hein, 1, 53, c'est quoi le port 53? Bah, c'est le port DNS. Hein? Euh, à vérifier, hein, j'ai des doutes. Oui, c'est le serveur DNS. Ok. Donc ça, c'est pareil, c'est un port à connaître par cœur. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, hein, les différents enregistrements AA et AAAA, donc entre IPv4, IPv6. Je veux de l'IPv6, comment je vais faire ça? Je vais dire A. Ok? Là, il me donne des adresses en IPv6. On voit bien. Ok? Donc voilà, ça c'est de la reco. Il faut vraiment que vous compreniez ces principes parce que bah, c'est la première étape lors d'une cyberattaque. Donc cette recherche est utile à connaître un point de vue test d'intrusion, eh ben ça va nous permettre de connaître le nom de domaine, récupérer déjà trois adresses IPv4. Je peux également récupérer des adresses IPv6 et on va pouvoir ensuite tester ces adresses, lancer un scan de port et voir éventuellement s'il y a des failles qui sont présentes. Ok? On va lancer Nikto, on va lancer tous ces outils qui nous permettent de détecter des failles, ok, des problèmes de mauvaise configuration qu'on pourrait venir exploiter pour rentrer et avoir notre foothold au sein du réseau de l'entreprise. Ok? Supposons maintenant qu'on veut les serveurs de messagerie, parce que ça aussi, c'est ce qu'on appelle les hanging fruits, hein, c'est les fruits qui pendent aux branches de l'arbre, celles qu'on va pouvoir récolter, parce que elles sont à portée de main. Ok? Typiquement, on va taper, c'est pour ça que les hackers attaquent toujours d'abord le DNS et les serveurs de messagerie. Ok? On va récupérer les serveurs de messagerie, les configurations d'un domaine particulier. Donc maintenant, on va demander les MX. Ok? Et je vais lui dire, bah écoute, là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu notre AAAA. Maintenant, il y a juste à lui mettre changer hein, les MX. Et j'ai pas besoin de DNS. Donc je m'en fous de lui mettre 1111 vu que cette fois-ci, c'est de la messagerie. Ok? Et là, je récupère hein, trois serveurs et je sais, les MX, c'est quoi? Ça veut dire Mail Exchanger, hein, donc échangeur de mail. Et là, j'ai les adresses. Ok? De, comment dire, des serveurs Google. Ok? Visiblement, ils utilisent la messagerie Google et j'ai quatre adresses. Après, je peux récupérer l'adresse IP. Comment je peux récupérer l'adresse IP? Là, j'ai juste à pinguer quoi? Les noms de domaine. Et là, je récupère les adresses IP des serveurs Google.
Ok? Donc vous voyez bien comment on arrive, hein, et c'est pour ça qu'il faut conjuguer tous ces outils. Et après, bah, je vais corréler les informations. Mes Amix, c'est du Google, j'ai les noms de domaine Google, je ping les noms de domaine Google, je récupère les adresses IP. J'ai maintenant les adresses IP en dur. Ok? Et je sais qu'elles sont aux États-Unis. Hein, 321 millisecondes. Là, largement, on a traversé la moitié de la Terre. Ok? Pour nous, Français. Donc, voilà, on commence à corréler les informations et c'est pour ça que bah, on appelle ça la phase de reconnaissance. Ok? Donc revenons à notre exemple, hein, et on peut voir que la configuration actuelle de la messagerie Try Me utilise Google, comme je vous disais, hein, étant donné que les MX recherchent les serveurs Mail Exchange, nous remarquons que lorsqu'un serveur de messagerie tente de remettre des emails à quoi? À @tryacme.com, il essaiera de se connecter, hein, à par exemple la SMPX L Google.com, ok? Ou l'Alt 1 ou Alt 2, ok? Alt alternative, ok? Donc ça doit être des serveurs pas primaires, ça doit être des secondaires, ça doit être du backup, ok? Euh, voilà, après à creuser. Mais voyez, en fonction des noms, déjà, ça peut vous mettre sur la piste, est-ce qu'on attaque du primaire ou du secondaire, ok? Donc Google fournit les serveurs de messagerie qu'on appelle répertoriés. Par conséquent, nous ne devrions pas nous attendre à ce que les serveurs de messagerie exécutent une version de serveur vulnérable. En effet, si c'est les infrastructures de Google, vous savez que c'est parmi les machines les plus sécurisées. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faille, hein. Ça veut dire que ça va être extrêmement compliqué. Ok? Et puis si en plus vous piratez Google, eh ben c'est le FBI qui va arriver chez vous en une nuit. Ok? Donc faites gaffe. Hein, les feds, les fédéraux qui seront à votre poursuite. Donc, il va falloir trouver d'autres serveurs de messagerie hein, qui sont pas correctement sécurisés ou corrigés. Typiquement, on va chercher du supply chain. Je vais aller attaquer les serveurs de messagerie de tous les sous-traitants qui travaillent pour ma cible. Ok? Je sais que ce sont des petites structures, ils n'ont pas les moyens de protection, ils n'ont pas l'argent pour sécuriser ni la technique pour sécuriser au sein de leurs équipes les infrastructures comme un gros client que je vais venir attaquer. Donc je vais passer hein, par la porte de derrière, par la porte dérobée. Et ma porte dérobée, très souvent, eh ben, c'est un des sous-traitants. Ok? Donc de telles informations peuvent s'avérer précieuses lorsqu'on commence la reconnaissance passive sur notre cible. Hein. On va répéter des requêtes similaires sur un paquet de noms de domaine, d'autres noms. On va lancer d'autres types. Hein. On a vu qu'on allait texter. L'un ne nous empêche. Recommençons. Et maintenant, on va venir interroger quoi? Bah, les texter. Ok? Voilà. Là, j'ai deux textes, un serveur, et on a, on voit que ça passe aussi hein, par Google, là, en l'occurrence, avec email chargeb.com. Ok? Après, je peux tester, c'est quoi ça? Chargeb, chargeb.com. Ok? Ça n'a pas l'air de résoudre. Chargeb.com. Ok, donc à creuser. Je connais pas, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi ce truc? Chargeb. Ok? Voilà. Ça, c'est de la reconnaissance. Ok? Ok, ChargeBee, donc visiblement on peut payer un quoi? Un abonnement? Ça fait quoi ça? Qu'est-ce que fait cette boîte? Ok, c'est pour avoir une infrastructure. Je vais aller voir, je veux quoi? Ok, ils font du SaaS, ok, de l'e-commerce, du e-learning, ok, finance, sales, reverse, ok. Je vais aller maintenant récupérer toutes les informations, ok. Qu'est-ce qu'ils vendent, à quel prix, quelle société travaille avec eux, hein, où c'est qu'ils sont situés géographiquement, quel est leur serveur, ok? Et vous voyez, vous partez d'un petit point, puis vous commencez à développer vous faites du spidering, ok? Le principe, c'est de développer comment dire, comme une toile d'araignée. Hein. Vous partez d'un point, et après, vous allez tirer comme des graphes, hein, en fait, hein. Vous allez, c'est pas une image que je pourrais vous faire, mais un peu comme on fait avec Maltego, hein. On part d'un point, et on va venir récupérer bah, un paquet d'informations, ok? Et Maltego sera parfait pour ça, hein, vous voyez? Mais on part d'un point, et puis après on va avoir tout, hein.
qui va être mise en base de données et on pourra aller requêter sur toutes les adresses. Ok? On va faire vraiment une vraie enquête. Ok? Donc voilà, recueil d'informations au maximum. Ok? Ça, c'est les réflexes à avoir. Ok? Donc, maintenant, on va parler un peu de dig, hein, puisqu'on a vu qu'on peut se servir de NSLOOKUP, mais on peut également se servir de dig. Et pour des requêtes DNS plus avancées, des fonctionnalités supplémentaires, eh ben dig, qui veut dire Domain Information Grouper, mais qui veut dire dig aussi en anglais creuser. Comme son nom l'indique, on va aller creuser pareil des enregistrements MX et on va corréler les informations par rapport à ce que nous donne NS Lookup. Ok? Donc la syntaxe est plutôt simple, hein, on va utiliser dig plus le nom du domaine, mais c'est pareil, on va pouvoir utiliser un différent type euh, pour sélectionner le serveur en fait qu'on souhaite interroger. Hein. Donc le serveur c'est le serveur DNS qu'on souhaite interroger naturellement. Le domain name c'est le nom de domaine qu'on recherche et le type c'est le type d'enregistrement DNS. Ok? Donc si on tape MX, bah, ça sera du MX. Si on veut du TXT, ça sera du TXT, etc., etc. Ok? Donc là on va comparer un peu. Hein. Donc dig, on voit que on a même le TTL, hein, time to live, donc la durée de vie hein, du paquet sur le réseau. Et on l'a, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on teste hein, via les serveurs de Cloudflare, quoi, le nom de domaine try.me, ok, et on veut récupérer les serveurs de messagerie. Ok, je vous montre, ça marche parfaitement. Ok, parce que c'est présenté autrement. Ok, donc on récupère bien ce qu'on avait vu, nos fameux MX. Ok? Puisque qu'est-ce qu'on lui a demandé comme MX, comme type des MX. Si je veux des TXT, voilà, je récupère les TXT. On voit que ce sont bien les deux serveurs TXT, texte, qu'on a vu dans NS Lookup. On peut hein, corréler les informations et on voit que l'information est identique. Ok? Donc c'est en termes de fiabilité, euh, nous assurer la pertinence des informations qu'on va venir récupérer sur la cible. Ni plus ni moins. Revenons à nos moutons. Hein, donc, on voit bien qu'on récupère un paquet de trucs. Hein. On va récupérer notre drapeau sur THM Labs. Ok. Donc, je prends l'adresse et il faut les enregistrements TXT. Ok, parfait. Maintenant, vous devriez être à l'aise. Qu'est-ce que je fais? Je sais que ça passe par. On l'a vu. On l'a vu au tout début, je passe par 111. Pourquoi? Parce que c'est Cloudflare qui héberge quoi? Les noms de domaine de quoi? De la société TryAcme. Donc, je suis obligé de préciser. Ok? Ou pas, on va voir. Ok? Là, je récupère le flag, pas de souci, c'est dans la boîte. Ok? Timelabs.com. Mais non, si j'avais pas mis ça, je pense que ça va marcher aussi, mais je suis pas sûr. Ok? On récupère quand même. Ok? Mais pour être plus précis, s'assurer, on va préciser ou pas, hein, c'est à vous de voir. Et on voit qu'il y a VeriSign aussi qui apparemment s'occupe de la partie SOA. Ok? Certification, State of Authority. Ok? VeriSign va signer numériquement les CA, les certificats numériques pour s'assurer que quand vous vous connectez en SSL TLS, vous vous connectez bien à TryAcme et pas à Toto le hacker qui est dans son bunker. Ok? Donc voilà. Donc j'espère que ça c'est clair. Et bah là, on a vu quoi? On a vu bah, notre ami Wiz, NSLOOKUP et Dig. Ok? Maintenant, on va passer par des sites tiers. Ok? On va voir DNS Dumpster et on va voir la mec des hackers, Shodan. Shodan, IO. Input, output. Ok? Donc, on va voir ça et comment on peut utiliser leurs services pour continuer notre phase de reconnaissance. Ok? Donc DNS Dumpster, il fait ce que certains outils font, ok, vous les avez sur GitHub, allez voir la partie OSINT, ma playlist OSINT, je vous ai montré un outil qui permet de cartographier hein, les DNS, ok, vous pouvez le faire. Il y a deux trois outils sur GitHub qui font ça et qui vous tirent des graphes, ok, une représentation en tout cas, qui vont mapper le réseau. Là, l'avantage DNS Dumpster, il vous le fait
tout seul, ok? Vous n'avez pas besoin d'installer l'application sur votre Kali Linux, ok? Mais il utilise exactement les outils que nous, on utilise, ok? Mais c'est peut-être plus simple. Parce que par défaut, ils sont pas installés sur Kali, je crois, ok? Donc revenons à notre DNS Dumpster. Qu'est-ce que ça fait? Eh ben, c'est également un outil de recherche, hein, DNS comme NSLOOKUP et DIG. Mais vous savez que NSLOOKUP et DIG sont limités. Ils vont trouver les noms de domaine, mais ils ne trouveront pas les noms de sous-domaines par eux-mêmes. Ok? Donc tout l'avantage d'utiliser DNS Dumpster, et ensuite on verra Shodan, c'est de pouvoir à la fois mapper les noms de domaine, mais également les sous-domaines. Ok? Puisque vous savez que chaque entité a également des noms de sous-domaines. Ok? Tryacme.com a également webmail.tryacme.com. Ok? Ou wiki.tryacme.com. Ok? Ça, c'est un sous-domaine. Ok? Du quoi? Du nom de domaine. Ok? Et ça, c'est quoi le .com? C'est le TLD. Et après, il y a quoi? Il y a un autre point, c'est le route. Vous savez pas ça? Allez voir mes vidéos sur des DNS. Je vous explique tout. Ok, donc techniquement, bah, ça va nous permettre encore une fois de révéler beaucoup d'informations sur la cible. Ok, donc il faut mapper l'ensemble des domaines et des sous-domaines et justement DNS Dumpster, comme je vous le disais, est là. Ok, si je veux connaître les sous-domaines, combien il y en a, sont-ils vulnérables, est-ce qu'il y a des mises à jour régulières, etc., etc. Je vais venir mapper le réseau. Hein. Donc on peut envisager d'utiliser plusieurs moteurs de recherche et on va compiler une liste de sous-domaines connus du public, du grand public, hein, mais un seul moteur de recherche ne suffira pas. Hein. Généralement, on va avoir des dizaines de résultats, voire parfois des centaines, et il va falloir trier les bonnes informations. Ok? Et parfois, quand on recherche des sous-domaines, eh ben, ils sont pas explicitement annoncés. Ok? Je peux très facilement trouver tryacme.com. Par contre, via Google, récupérer tous les sous-domaines. Je peux, en affinant, en faisant du Google Dorking, récupérer certains noms de domaines, mais tous, ça va être compliqué, ou ça va être extrêmement chronophage. Je vais passer beaucoup de temps dans ma phase d'enquête. Ok? Donc une autre approche, hein, plutôt que faire ça avec des moteurs de recherche, eh ben, on va creuser encore, hein, et on va énumérer, hein, via des attaques de brute force les sous-domaines et les records DNS, hein, les enregistrements DNS. Ok? Mais pour que ça soit pas trop fastidieux, hein, ben heureusement, on a des services en ligne qui vont venir nous aider, tels que DNS, Dumpster. Ok? Donc on va s'en servir et vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. On va y aller, on va prendre tryacme.com et il va venir faire le taf pour nous. Ok? C'est parti. Donc ça prend un peu de temps, c'est normal. Il est en train d'énumérer tout. Voilà. Et là, il vous dit, bah écoute, try avec me, moi, il y a une partie c'est aux États-Unis, une autre partie c'est aux États-Unis, c'est le même, ça tombe bien, il n'y a rien au Canada, il n'y a rien ailleurs. Ok? Et grosso modo, hein, il y a une grosse composante Cloudflare.net et Google.com. Ok? En effet, on a corroboré, on a bien les deux serveurs Cloudflare qu'on a trouvé quand on a fait notre dig. On a bien les serveurs de messagerie également qu'on a trouvé soit dans dig, soit dans NSLOOKUP, ok? Ou Wiz. Donc là, on est en train de corréler toutes les informations qu'on a vues. Wiz, hein, NSLOOKUP et dig, ok? Et là, on a les sous-domaines. Là, ça devient intéressant, ok? Les host records. Là, je commence à trouver un sous-domaine qui s'appelle remote. Là, c'est blog, ok? Et ça marche. C'est pas des bêtises. Si je fais blog.tryacme, ok? .com, bah, je vais arriver sur le blog de Tryacme, ok? Donc, on commence à corréler les informations. Ok? D'ailleurs, allez sur le blog, je vous en ai pas parlé, mais lisez les articles de Try Like Me. Ok? Le blog est super bien. Des fois, vous avez des trucs super pertinents, tu vois. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait être voilà. Dumper le firmware d'un routeur. Ok? De votre routeur, par exemple. Ok? Ou faire des LFI. Ou Linux Privilege Escalation, ça va vous expliquer et vous mettre en relation avec le capture de flag à faire.
Ok? Donc voilà, n'hésitez pas à récupérer pas mal d'informations. Ok? Donc là, on voit que les informations qu'ils nous donnent, elles sont pertinentes, elles sont viables, hein, je peux tout à fait les utiliser. Et ensuite, bah, ça va mapper, hein, le domaine. Ok? Donc là, je peux faire enregistrer un fichier XLSX ou je peux passer même, on va demander de nous générer. Voilà. Et ça, c'est vraiment de la tuerie. Ok? On va pouvoir l'exporter au PNG ou le downloader en XLSX. Ok? Et l'intégrer après en base de données. Donc là, j'ai une vision objective, hein, et je peux commencer à m'amuser. J'ai les serveurs MX. Hein, vous voyez que c'est interactif. Par contre, le zoom est assez violent. Mais voilà, ok, on a vraiment une vision objective. Je sais, bah là, c'est la partie, hein, Cloudflare, et je vais avoir, hein, le réseau de ma cible au niveau des MX Records, des autorités de certification, hein, là du NS, etc., etc. Ok, donc ça me permet d'avoir une vision beaucoup plus objective et je vais pouvoir également, voilà, cliquer et voir que à partir de tryacme.com, hein, on a nos A, nos MX, nos DNS et on voit, on commence à faire vraiment récupérer des informations pertinentes. On voit que ça transite là, le blog là, il transite via une infrastructure Amazon. Ok? Ça doit être du S3 ou le C2, pardon. Euh, j'ai du Nginx. Ok? Je sais que ça tourne sur Ubuntu. Donc là, je commence à récupérer des informations sur la surface d'attaque. Ok? J'ai les ports qui sont mappés. J'ai les adresses IP. J'ai les noms de domaine. Ok? Je sais combien j'ai de serveurs de messagerie. Je sais le protocole SSH utilisé. Ok? Donc vous voyez comment c'est puissant en termes de recours. Ok? Donc c'est de l'open source intelligence, mais pour les réseaux. Ok? Donc c'est super utile. Et bah, je vous conseille d'aller faire un tour sur ce petit site. Revenons au cours de Try Avec Me, après mon petit blabla. Donc, vous voyez que DNS Dumpster, hein, il découvre tous les sous-domaines, il nous récupère toutes les informations DNS collectées et on a des tableaux faciles à lire et des graphes, ok? Et la puissance des graphes, eh ben, c'est que justement, on voit les relations entre les différents individus, les différents acteurs, les différentes composantes, hein. On a tout qui est sniffé et on peut récupérer, exfiltrer les données après, format XLS, format image, ce que vous voulez pour ensuite vous l'intégrer où vous voulez, ok, en base de données, ou stocker des photos, hein, des screenshots qui vous permettront d'avoir aussi une vision plus objective lors de la cyberattaque, lors de votre test d'intrusion. Ok? Donc on voit que ça marche bien, hein, c'est ultra efficace. Vraiment, on a vu qu'on avait 5 serveurs d'échange de courriel, j'ai les adresses IP respectives, j'ai le nom du propriétaire, j'ai l'emplacement géographique, je sais les sous-traitants qui travaillent avec TryAcme, c'est Google, c'est Cloudflare, c'est Amazon. Ok, donc je récupère tout ça, comme je vous l'ai montré en temps réel. Ok? Et on a également, hein, les données au niveau du DNS, des serveurs de messagerie. Tout est corrélé. Ok? Donc ça, je vous l'ai déjà montré, hein, on va aller un peu plus vite. Mais on voit les protocoles utilisés, c'est vraiment très très puissant. Donc, recherchez tryacme.com, on l'a fait. Quel sous-domaine intéressant vous découvrez en plus de www et de blog. Qu'est-ce qu'on a? On a blog, on a remote. Ok? Et ça, je le connais pas celui-là. Je sais pas à quoi il sert. On va aller voir. On peut se connecter à une mire. Ok, donc vous voyez techniquement, si on devait attaquer Try Avec Me, là on vient de récupérer une information croustillante. Là on a une mire de connexion et ça sera peut-être notre point d'entrée, hein, notre sésame sur le réseau de la cible. Ok? J'ai dans le code source, je sais que ça utilise de l'Angular. Ok? Je vais pouvoir mapper la surface d'attaque. Je vais
lancer Wapalizer, je vais revenir, ok, sur la mire de connexion. Et là, je vais lui dire quoi? Il va me dire, bah écoute, tiens, regarde, ça utilise Google Analytics, CDN, c'est bien Cloudflare, ok? Et il y a du JavaScript, il y a du jQuery, ça utilise le HTTP, l'Angular. À toi de trouver des failles, hein, dans ces frameworks, hein, dans ces librairies, au niveau du CDN, au niveau du protocole HTTP. Ok? Donc vous voyez comment on commence à corréler toutes les informations et c'est pour ça que ça prend du temps et c'est pour ça que je vous dis tout le temps que la phase de reconnaissance, c'est la plus chronophage puisque plus vous allez passer de temps à faire une bonne reconnaissance, plus vous trouverez tous les vecteurs d'attaque et vous mapperez correctement la surface d'attaque de votre cible. Ok? Et les gens veulent aller trop vite et bah, c'est pas une bonne démarche. Il faut prendre le temps. C'est pour ça que je vous ai dit que des fois, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ok? Mais c'est extrêmement important. C'est limite même l'étape la plus importante lors d'une cyberattaque. C'est la phase de recours, ok? Et très souvent, on se dit, ouais, c'est pas important. L'important, c'est de rentrer dans le système, d'avoir le foothold, de faire de la reco ensuite, d'exfiltrer les données, faire de l'exploit, faire de la post-exploit, faire de l'évasion, de la persistance. Oui, mais en fait, tout ça, vous pourrez pas le faire si vous n'avez pas mis le temps, le paquet sur votre phase de reco, ni plus ni moins. Ok? Donc ça aussi, il faut que ça soit bien clair. Maintenant, on va voir Shodan. Ok, Shodan, je pense que si vous êtes sur ma chaîne, vous devez connaître Shodan. Si c'est pas le cas, on va résumer très trivialement, c'est le moteur de recherche des hackers, hein, comme les gens qui ne connaissent rien à l'informatique ni à la cybersécurité aiment le dire. Ok? Donc, lorsqu'on est chargé d'exécuter un test d'intrusion sur des cibles spécifiques dans le cadre de notre phase de reconnaissance passive, ok, ben, Shodan, oui, ça va être aussi un outil et il va nous rendre des services extrêmement précieux pour récupérer diverses informations sur le réseau du client, hein, sans s'y connecter activement. Puisque qu'est-ce que va faire Shodan? C'est lui qui fait ça, ok? Il fait du probing, ok? Probe, ça va sonder le réseau pour nous, ok? Tout ce qui est connecté à Internet, tous les IoT, l'Internet des objets, les ICS, hein, qui permettent de faire fonctionner l'industrie, les centrales, tout ce qui est connecté à Internet est sur Shodan, ok? Donc c'est vraiment, c'est les pages jaunes, ok? En termes d'IT, ok? Dès que je veux récupérer, soit à partir d'un nom de domaine, soit à partir d'une adresse IP, je vais pouvoir géolocaliser et connaître la surface d'attaque, ok? Donc c'est vraiment un des meilleurs outils qu'on ait créé ces 20 dernières années, même j'ai envie de dire, et c'est extrêmement utile lors d'un engagement, hein, ok? Donc on va voir, on va se balader sur Shodan et on va lui demander de faire une reconnaissance pour nous, ok? Donc tous les jours, il y a des spiders, il y a des crawlers, hein, ces petits programmes informatiques eh ben, qui vont, comme Google, comme tous les GAFAM, comme tous les moteurs de recherche, qui vont venir énumérer les ressources sur Internet, hein, les machines, les ports ouverts sur la machine, etc. etc. Ok. Donc là, je tape quoi? Je vais taper try at me, vous l'avez compris. Il va venir requêter dans sa base de données. Ok. Il est où? Je le vois pas. Ah si, il est là. Ok, donc Shodan super utile aussi parce que vous pouvez cliquer avec le module et là pareil, il va faire de la reco, il va vous dire bah écoute c'est telle adresse IP, hein, ce nom de domaine, voilà le hostname, c'est aux États-Unis, la ville, hein, l'organisation, le port ouvert et là je vais pouvoir lui dire bah écoute tiens vas-y ouvre-moi le hostname là, je veux le connaître, ok, et là qu'est-ce que ça fait? Bah ça me connecte directement à la machine, ok. Donc là, il y a une histoire de certificat, j'accepte, on va aller voir. Bon, ok, je suis bloqué par le serveur NGX. Ok, je suis en Forbidden, c'est normal, je viens de l'extérieur. Heureusement, c'est sécurisé. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire aussi? Je vais pouvoir lui dire, bah écoute, vas-y, va me chercher tous les détails au niveau du domaine. Ok? Là, il trouve pas. Des fois, il trouve, vous inquiétez pas. Et qu'est-ce que je peux lui dire d'autre? Je peux lui dire, voir l'adresse IP. Ok? Et là, c'est pareil. Ça va venir requêter directement. Ok?
et on récupère hein, bah, la visualisation géographique, les ports ouverts, Nginx, le serveur, le fameux serveur Nginx. Et là, on voit que ils ont protégé parce que on n'a pas d'habitude, on a beaucoup plus de détails. Ok? Si je fais la regular view, non. Ok, donc là, ils protègent un petit peu leur infra. Parce qu'en principe, on récupère beaucoup plus de détails, en fait. Donc, revenons à nos moutons. Je ferme ça. Fermer ça, fermer ça, fermer ça, fermer ça. Je sais pas pourquoi il veut pas me le trouver. Je sais pas ce qu'il faut. Non, je vais passer par là, hein, peut-être. Hop, ok. Donc là, je vois les trois ports ouverts sur les serveurs Cloudflare de TryHackMe. Je récupère, voilà. Donc c'est pour ça, parfois, le serveur, il rame un peu. Je vous conseille de passer directement vers par l'extension Shodan, et c'est beaucoup plus rapide. Ok. Et là, on récupère les clés de chiffrement publiques hein, au niveau du SSL, etc., etc. Les certificats, tout ça. Les ports ouverts. Et je vais essayer de me connecter au 2086. Hop, je tape et je vais me connecter au 2086. Ok? Heureusement que l'Anne-Claire nous dit, bah non, 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 t'es pas autorisé, calme-toi. Ok? Mais voilà, tout ça, je sais que ces ports, eh ben, il va falloir les scanner et ça sera peut-être notre sésame. Ok? Je veux attaquer ce serveur, je sais qu'il est situé à San Francisco, j'ai la SN et je connais les ports. Ok? Qui sont ouverts. Donc, bah, c'est ceux-là qu'il va falloir attaquer. Ok? Et j'ai toutes les technologies web qui sont utilisées à moi de creuser, trouver des failles dans l'une de ces technologies. Ok? Donc vous commencez à comprendre la puissance également de l'outil, ni plus ni moins. On voit vraiment que c'est extrêmement puissant. Et bah, créez-vous un compte gratuit aussi pour Shodan. Ok? Et comme ça vous serez tranquille. Voilà. Et vous aurez une clé API. Vous pourrez requêter directement de Shodan. Ok? Je vais vous montrer. Je crois que je terminerai la vidéo là-dessus. On va faire ça. Donc, ça peut être plusieurs moyens d'accéder à Shodan. Ok? Donc, vous voyez la puissance, hein, techniquement, on va récupérer adresse IP, société d'hébergement, situation géographique, type et version du serveur. Ok? On va essayer de rechercher les adresses IP qu'on a obtenues, les corréler avec les recherches DNS qu'on a fait, les corréler avec les serveurs de messagerie, les serveurs A, les serveurs TXT, etc., etc. Donc, vous voyez, il faut corréler toutes les informations. Ok? Et bien sûr, bah, c'est payez-vous un compte premium si vous avez l'argent, il n'y a rien de mieux quoi, parce que sinon vous serez vite limité. Ok? Donc, comment je peux savoir ça? Si je tape Apache tout court, est-ce que ça change? Bon, ah, ok. Donc Apache tout court, c'est l'Allemagne, Germany. Autant pour moi. Ok. Donc, sur la base de Shodan.io, quel est le troisième port le plus couramment utilisé pour Apache? Bah là, comment je le sais, je descends, et là, ça me dit les top ports, et ça me dit, bah écoute, port 80, tu devrais jeter un coup d'œil. Ah, le troisième, pardon, 80-80, ouais, ok. Et quel est le troisième port le plus couramment utilisé pour Nginx? Pareil, hein, 8888, 8888. Ok. Donc voilà, c'était une petite mise en bouche sur la reconnaissance passive. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez rester avec moi, on va terminer le résumé et je vous montrerai comment installer Shodan, le client, sur notre Kali Linux, si ça vous intéresse. Sinon, je vous dis à très bientôt. Donc, on a vu hein, comment récupérer.
via 5 outils des informations et c'est ce qu'on appelle la reconnaissance passive. Ok? Donc là, vous avez un rappel des commandes. Ok? Et puis, si vous voulez plus de détails, je vous mettrai tout ça en description. Ok? Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment on peut, je vous ai dit, aller requêter sur Shodan, aller voir le WSM Shodan Queries, hein, donc les requêtes incroyables de Shodan, ok? Et typiquement, on va pouvoir aller taper sur, je vous ai dit, des ICS, hein, des bureaux à distance, des NAS, des webcams, des imprimantes, des IoT, tout ce qu'il y a à la maison, hein. Et on peut, ça va très très loin. Je peux aller requêter, par exemple, des machines de vote, ok? Ok? Voilà. Là, j'aurai toutes les machines de vote aux États-Unis, ok? Et vous voyez que c'est extrêmement sensible. Ok? Et on utilise des techniques un peu comme le Google Dorking. Ok? Voilà. Là, il me demande d'être authentifié, c'est normal parce que c'est une recherche assez sensible. Ok? Donc voilà, allez voir le repo qui est juste excellent. Et puis on va voir le client, comment installer le client quand même, Shodan. Repo qui est juste excellent. Et puis on va voir le client, comment installer le client quand même, Shodan. Hmm, Blue Eyes, je vous montrerai Blue Eyes. Shodanai, ok. Pareil, je vous mettrai tout en ressources. On va se l'installer tranquillement. Je vais vous montrer. Ok. Là, ça va venir tout récupérer pour vous. Donc vous créez un compte, hein, vous sauvegardez votre clé API, ok. Allez voir le repo et à partir de là, vous pourrez techniquement aller attaquer. Je crois qu'il n'est pas installé par défaut. Il devrait le faire, Shodanai. Ah, moi je l'ai installé peut-être. Je l'ai peut-être installé. Alors, je crois que je l'ai installé, mais vous pouvez, il y a Shodanai, il y en a plein, hein, franchement, sur GitHub. Il y a le Shodan tout court. Allez, on va aller voir comment ça se passe. Underscore download domain. Ouais, c'est ça, c'est domaine. Voilà. Une fois que vous aurez installé votre clé API et tout, vous pourrez aller requêter directement. Ok? Oh, il me faut ma clé. Putain, bon, je vais récupérer ma clé. Donc, comme je vous disais, une fois que vous êtes connecté, vous allez pouvoir récupérer, hein. Allez vous balader dans votre compte, vous avez bien plus de possibilités, ok? Et vous allez pouvoir récupérer, hein, tout ce qu'on peut utiliser pour la recherche, ok? All, city, les filtres. Et je vous montre des exemples. Voilà, vous avez des exemples. Je veux tous les websites avec du HTTPS, hein, je vais mettre ça. Ok, les serveurs Apache, je vais mettre product, deux points, Apache, etc., etc. Ok, donc là c'est à vous. Je vous ferai des cours sur Shodan, mais c'est à vous de creuser. Ok, et on a quoi? On a le monitor, mais il faut le sign up chez l'image ou pas? Non, il faut payer pour ça. Donc vous aurez accès qu'à Shodan classique en fait, hein. Ouais, le reste est payant. Voilà. Mais voilà. Un super outil, ok, où vous pouvez carrément vous balader comme sur Google Earth et récupérer après tous les serveurs en temps réel en fonction de la géolocalisation.
Donc ça, c'est vraiment des trucs de dingue. Ok, donc comment je fais? Je vais faire un shodan init ma clé d'API. Ok, c'est parti. Et maintenant, je peux requêter sans problème. Ah, je vais abuser un peu trop. Ok, bon, bah écoute, je pourrais pas vous montrer. Faites-le chez vous, testez, et vous créez-vous une clé d'API. Ok, voilà. Bah en tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.